C'est une longue histoire en fait. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'à Paris on a une communauté vraiment fantastique. Et donc à vrai dire, moi quand je faisais mes études, quand j'étais au collège, au lycée, j'aimais bien les mathématiques, mais sans du tout penser faire ça professionnellement. Et puis bon, je suis tombé quand j'étais en première, en terminale, j'ai eu un professeur de mathématiques qui était absolument fascinant, qui m'a donné envie d'en faire plus. Et puis j'ai commencé à comprendre un petit peu qu'on pouvait voyager notamment. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu par ça et ça m'avait beaucoup plu. Et ensuite, c'est vraiment quand je suis entré à l'école normale à Paris. Et là, j'ai eu l'occasion de parler notamment avec ma future directrice de thèse, Claire Voisin, de parler avec beaucoup de gens qui étaient là. Et ce qui m'a beaucoup frappé, moi je me souviens à cette époque, quand j'étais plus jeune, c'était qu'on avait le sentiment d'avoir une vraie confiance de la communauté. Donc il y avait des gens qui m'impressionnaient beaucoup, qui étaient très forts et très âgés, et on pouvait leur parler, on n'était pas pris de haut, et on avait accès assez facilement à ça, et ça m'a beaucoup fasciné en fait. Et ça m'a donné vraiment envie de rester dans cette communauté, donc notamment pour des raisons humaines. J'avais ce sentiment, en fait, ça me faisait un peu peur quand j'étais plus jeune. Les mathématiques, on prend souvent ça, c'est une compétition. Au lycée, bon, c'est bien, mais moi je veux pas être sportif professionnel, c'est pas mon but. Et justement, j'ai découvert que c'était pas ça en fait. C'est vraiment un effort commun. À Paris, il y a vraiment une communauté très ouverte et très grande. Donc il y a plein de gens qui font des mathématiques. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis j'ai découvert justement qu'il y avait plein de façons de faire des mathématiques, qui n'étaient pas forcément tournées vers l'exploit entre guillemets sportif, mais qu'il y avait des choses très profondes à comprendre. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Enfin, j'avais le sentiment que les gens me faisaient confiance et c'était très positif pour moi quand j'étais jeune. Des vrais souvenirs mathématiques, moi je me souviens, c'est un peu bête pour les gens qui ont fait des mathématiques à très haut niveau, mais moi mon souvenir c'était de lire dans un journal, je ne sais plus, pour les enfants de sciences, je ne sais pas, quelque chose sur ce qui s'appelle la suite de Fibonacci. C'est une suite très simple sur les nombres entiers comme ça, avec que des nombres entiers qui s'additionnent les uns aux autres, et de découvrir que si on voulait vraiment donner une formule pour cette suite-là, il y avait des racines carrées qui apparaissaient. Alors c'est un peu bête de dire ça, mais c'est cette idée qu'à partir d'un problème très basique, très simple, avec que des nombres entiers, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, et ainsi de suite, on ait des nombres beaucoup plus compliqués qui apparaissent. Moi, ça m'avait complètement frappé. Et j'avais l'idée, et ça m'a donné une espèce de sentiment concret que même quand on s'intéresse à des choses en apparence très simples, en fait, on a besoin d'abstraction pour comprendre, pour aller plus loin, pour comprendre vraiment les dessous de quelque chose. Donc ça, j'ai l'impression que c'est ma première, enfin si j'y pense comme ça, c'est ma première expérience de vraie mathématique au sens d'une vraie surprise dans la compréhension d'un phénomène. Oui, ça je pense vraiment. Enfin, quand j'avais 18 ans, moi j'aimais bien la philosophie, j'aimais bien la littérature. J'étais plus attiré par ça, notamment parce que c'est plus accessible en fait. À 18 ans, on a plus facilement accès à l'art qu'aux mathématiques. Mais à vrai dire, il y a quelque chose une autre expérience qui m'a beaucoup frappé. C'était quand j'étais au lycée, c'était en 2002, c'est l'année où j'ai passé mon bac. Il y a eu Laurent Lafort qui a eu la médaille Fields et qui a fait un exposé à destination de lycéens, je ne sais plus exactement où, mais un grand public sur son parcours. Et justement, il parlait de son métier en fait en des termes très frappants. Et justement, je me souviens qu'il parlait, justement, qu'il comparait ça, qui disait qu'on s'inscrivait il y avait une idée de s'inscrire dans une histoire très longue, de faire juste partie de ça. Il y avait justement, c'était très proche. Il exprimait que c'était très proche d'une activité littéraire aussi, et ça m'avait aussi beaucoup frappé. Je m'étais pas rendu compte que des gens aussi impressionnants. Pouvaient parler de leur expérience en des termes peut-être plus que moi je pouvais comprendre en tant que lycéen.
Je travaille dans des domaines, disons, qui vont de la géométrie algébrique à la géométrie arithmétique. Donc, ce dont il s'agit, c'est... Donc, moi, à titre personnel, même si c'est pas comme ça que je rentrerai dans les classifications universitaires, moi, je me considère que je fais de la géométrie, au sens large. Alors, évidemment, je fais pas toute géométrie, et les vrais géomètres qui sont parmi les collègues diraient que c'est pas vrai. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment... sous plein d'aspects, la notion de géométrie, donc qui peut s'exprimer de manière avec des dessins, comme on imagine, qui peut s'exprimer de manière abstraite, comme on fait de la géométrie, on ne voit pas, mais au tableau, c'est de la géométrie qui est derrière nous, donc notamment par un arsenal qui s'appelle la géométrie algébrique, qui est développé depuis une centaine d'années, sans doute, de manière très abstraite. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs facettes de la géométrie, il y a plusieurs types de géométrie, mais il y a une espèce d'unité de pensée qui fait que la géométrie est un prisme à travers lequel on peut comprendre beaucoup de problèmes qui, a priori, n'en sont pas. Donc, notamment, par mon parcours, je me suis intéressé à des problématiques d'arithmétique, de théorie des nombres, où on s'intéresse aux propriétés, je ne sais pas, des nombres entiers, de choses comme ça. Et en fait, c'est bien connu depuis longtemps, mais... on peut faire de la géométrie sur ces objets-là, on peut avoir une approche très géométrique de questions qui n'ont pas l'air d'en être, et moi c'est vraiment ce qui me fascine, justement, d'avoir, en fait, de réaliser une certaine... Enfin, ça fait longtemps depuis le début du XXe siècle, et puis de manière assez précise, par un certain nombre de questions qu'a soulevé Grothendieck dans les années 60 et 70, on a l'idée qu'il doit exister une forme de géométrie qui unifie plusieurs problématiques, donc très visuel peut-être dans un certain sens, et très arithmétique par exemple. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de réaliser cette vision, parce qu'en un certain sens, il semble qu'on en soit encore très loin, mais au moins de trouver des manières de l'incarner dans des cas précis, d'arriver à voir cette unité dans des cas accessibles à notre technologie actuelle. Bon, je pense que c'est un sentiment qu'il est assez naturel d'avoir, c'est-à-dire la géométrie algébrique et ses variantes. Aujourd'hui, c'est un champ qui a accumulé beaucoup de savoir, beaucoup de technologies, et tous, on travaille sur des sujets assez spécialisés, et c'est vrai que pour un certain nombre de raisons qui, je pense, d'une part, sont internes à la science, c'est-à-dire que la science se développe très vite, et le savoir s'accumule, et on n'est pas tous... C'est difficile d'arriver à tout maîtriser aujourd'hui, quand il y a autant de production. Et d'autre part, pour des raisons de comment la communauté peut-être aujourd'hui s'organise, c'est-à-dire qu'on est tous assez concentrés sur notre travail, et peut-être qu'on ne fait pas tous suffisamment l'effort d'intégrer le travail des autres. On a un sentiment de foisonnement ou d'éparpillement, si qu'on veut être positif ou négatif, dans la géométrie algébrique. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont appliquer ça à des problématiques de théorie des nombres, il y a des gens qui vont appliquer ça à des choses très très proches de l'analyse, des équations différentielles, il y a des gens qui vont vouloir importer des techniques venant de systèmes dynamiques, de choses comme ça. Et donc on a le sentiment d'un monde très riche qui part dans beaucoup de directions aujourd'hui, et c'est vrai que c'est assez triste, mais parfois, avec des collègues dans un même département, dans une même équipe, on ne se comprend pas forcément très bien. Mais je ne sais pas, c'est aussi une richesse. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où une technologie très très forte, comme celle de la géométrie algébrique, qui a été développée, disons, telle qu'elle a été formulée à partir des années 60, atteint une certaine forme de maturité. Alors pas totalement, parce qu'il y a encore des gens qui font des choses extrêmement surprenantes et qui poussent ce type de pensée extrêmement surprenante, mais on est à un point où cette technologie est mature et on peut l'utiliser avec d'autres mathématiques en fait. Il y a des champs des mathématiques qui étaient peut-être un peu oubliés, qui étaient peut-être un peu coincés, et qui reviennent. Alors ça donne cette impression peut-être de foisonnement, et ça part dans tous les sens, mais d'un autre côté, je trouve que en tant que mathématicien, ça donne aussi un sentiment, quand on regarde ça, très profond d'unité des mathématiques, en fait. Donc même si on s'éparpille, même si je suis le premier à déplorer qu'il y ait peut-être un emballement technique parfois superflu, alors qu'on pourrait essayer de prendre plus de temps, de faire des choses d'assimiler les choses un peu plus tranquillement, on a le sentiment que la géométrie, sous
plein de formes, elle est au centre aujourd'hui de beaucoup de domaines des mathématiques, sous plusieurs formes. Et évidemment, il y a des domaines aujourd'hui, les gens ne se parlent pas, mais je suis persuadé que dans 2 ans, ou dans 5, ou dans 10, on va se rendre compte, quelqu'un va trouver la clé pour dire qu'en fait, c'était la même chose. En fait, ça peut se fertiliser dans un sens et dans l'autre. Et donc voilà, on a une communauté qui est très grande, qui grandit assez rapidement, qui a beaucoup grandi du nombre de mathématiciens, du nombre d'articles, mais aussi du nombre d'endroits dans le monde où ça se passe. C'est-à-dire que la France, évidemment, on fait des mathématiques depuis très longtemps à Paris, ça a sans doute augmenté, mais c'est un centre depuis très longtemps. Mais il y a beaucoup de centres qui ouvrent dans le monde et d'autres communautés qui se créent. Et donc, voilà, il faut on va trouver un moyen, je pense, d'intégrer ce foisonnement. Et je pense que les mathématiques vivent des périodes d'expansion et puis ensuite de simplification conceptuelle. Voilà, cette période-là de foisonnement n'est pas inintéressante non plus. Alors sur ce sujet précis des incitations à publier, moi je dois avouer qu'à titre personnel, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. C'est-à-dire que je ne ressens pas à titre personnel cette pression-là. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'exister dans la communauté, de produire, mais justement, et ça je dois vraiment sur ce plan-là remercier la communauté dans laquelle je suis, y compris l'atmosphère que je ressens dans mon université, qui est l'université d'Orsay, qui est vraiment que autour de moi, j'ai l'impression que les gens veulent produire des travaux profonds, mais que personne ne nous soumet à une course à la publication. Donc ça, c'est mon ressenti personnel, parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un poste déjà, pas à la période actuelle, un petit peu avant, où les choses étaient peut-être un peu plus faciles. Et j'ai eu beaucoup d'occasions, et encore aujourd'hui, d'avoir les moyens de mener ma recherche sans qu'on me mette une pression désagréable. Donc ça c'est une chose. Aujourd'hui, il y a quand même il y a encore des postes en France, même s'il y a des postes permanents, ce qui change vraiment l'appréhension de la suite. Moi, quand j'ai fini ma thèse, j'ai eu la chance d'être recruté assez vite au CNRS, où encore une fois, on est quand même très libre. J'ai eu la chance, là, actuellement, d'avoir un financement européen pour 5 ans qui, pareil, me laisse beaucoup de liberté pour réfléchir à des problèmes difficiles. Et voilà, j'ai vraiment le sentiment, autour de moi, dans mes collègues les plus proches, d'avoir l'idée que c'est important de prendre son temps, c'est important de réfléchir calmement, de réfléchir peut-être à des problèmes dont on n'a pas la clé tout de suite, dont on ne sait pas s'ils vont déboucher. Alors ça, c'est une chose, mais je pense néanmoins, et pour voir dans différents contextes, la pression qu'on met sur des gens un peu plus jeunes, ou des gens qui sont encore précaires, que ce soit des gens qui sont en thèse, ou des gens qui sont à la recherche d'un premier poste permanent, ou ce qu'on peut voir dans d'autres pays, c'est qu'il y a une vraie pression, simplement parce que le nombre de postes n'est pas toujours à la hauteur du nombre de gens qu'on forme, parce que beaucoup de choses vont plus vite et que peut-être les gens prennent moins le temps de lire les travaux et c'est sans doute plus facile de faire de la bibliométrie que de se coller aux mathématiques. Et je trouve que pour les jeunes, cette pression de production existe vraiment. Notamment, il y a une chose que je disais tout à l'heure, qui a été très important dans mon parcours, c'est que moi, j'ai fait ma thèse et très rapidement, j'ai été recruté sur un poste permanent, alors que je n'avais pas forcément... a posteriori, si je pense à mes travaux à l'époque, j'en étais content, mais c'est pas du tout aussi... j'ai fait des choses meilleures après, et c'était pas finalement... C'était peut-être un peu anecdotique par endroit, mais on m'a fait confiance tout de suite. J'ai pas eu besoin de m'expatrier, j'ai pas eu besoin d'être précaire pendant plusieurs années. Et ça, cette chose-là, elle disparaît. En France, depuis quelques années, on voit, par exemple, les jeunes qui sont recrutés au CNRS, c'est très très difficile d'être recruté immédiatement après sa thèse, il y a très peu de place. Donc les gens passent toujours quelques années à voyager. Alors à voyager, c'est très très bien, parce que je pense qu'il faut encourager les gens à avoir d'autres horizons. Mais ces périodes de précarité, année par année, où les gens doivent produire, parce que sinon ils vont pas réussir à intégrer le milieu universitaire, ça c'est très difficile et ça encourage effectivement les gens à réfléchir à ce qu'on peut faire à un horizon de 6 mois plutôt que réfléchir calmement à ses propres travaux et aux travaux des autres. Parce qu'évidemment, si on doit produire vite, on ne peut pas s'intéresser, on a beaucoup plus de mal à s'intéresser à ce que quelqu'un d'autre fait parce que ça prend un temps irréductible.
Donc moi, j'ai commencé ma carrière au CNRS et ensuite j'ai passé presque 2 ans au MIT à Cambridge, sur la côte est des États-Unis, où j'étais professeur invité. Et moi, ça a été une expérience extrêmement enrichissante et encore aujourd'hui, j'essaie de voyager comme je peux. Évidemment, on a des contraintes familiales qui sont là aussi. Moi, ça a été une expérience vraiment très importante. En fait, j'ai eu 2 expériences à l'étranger aussi au début de ma thèse. On m'avait envoyé à l'Université de Columbia à New York aussi pour commencer à discuter avec des gens. Et ça m'avait vraiment beaucoup frappé de trouver une communauté de gens qui font des maths autrement. Et en fait, on ne se rend pas compte, on a l'impression, notamment quand on est une grande communauté comme en France, où il y a du monde, que les maths sont représentées. Les maths, c'est ce que je vois dans mon labo, dans les autres universités françaises, etc. C'est comme ça qu'on fait des mathématiques. Et en fait, non, il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets qui sont pas représentés en France, ou des modes auxquels qu'on voit même pas quand on est soi-même dans un milieu. Et donc, en fait, on est tout de suite ouvert à beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de façons de penser aux mathématiques, même à l'histoire des mathématiques, à l'articulation des différents pans de la discipline, qui est très intéressant. Donc ça, pour moi, c'était une expérience extrêmement enrichissante sur ce plan-là. Les étudiants travaillent un peu différemment. On parle avec des étudiants qui n'ont pas exactement le même parcours, qui n'ont pas forcément la même approche. Et ça, je trouve que ça fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur comment ça fait réfléchir d'ailleurs aux propres biais qu'on a et en tant qu'enseignant, en tant que membre de la communauté en France. Donc c'est une communauté que j'aime beaucoup en France, mais on peut quand même réfléchir à comment ça se passe ailleurs, et il y a des choses intéressantes. Après, donc voilà, évidemment, la région de Cambridge, donc moi j'étais au MIT, et c'est une région extrêmement riche aussi, enfin il y a des gens remarquables, c'est très très stimulant intellectuellement. Une chose que ça m'a fait apprécier par rapport à l'université française, que souvent on dit, en tant qu'enseignant-chercheur, on aime bien se plaindre et dire que c'est mieux ailleurs. Mais une chose qui m'a frappé a posteriori, c'est l'aspect extrêmement démocratique des mathématiques du système universitaire en France. C'est-à-dire que dans les grandes universités américaines, c'est très hiérarchisé. Il y a des grands professeurs qui sont très établis, qui ont extrêmement disons qu'il y a une position très valorisée, très prestigieuse. Et puis au-dessous, il y a des gens un peu moins prestigieux. Et puis après, il y a une armée, mettons, de chercheurs post-doctorants qui sont très brillants, bien sûr. Et puis en dessous, les étudiants en thèse, et puis en dessous, les étudiants, disons, plus jeunes. Et ça donne une structure donc à la fois très hiérarchique, et où finalement, dans un domaine donné, il n'y a pas tant de monde que ça. Et en France, ce qui est très frappant, c'est comme évidemment, en France, on obtient encore des postes assez jeunes, les postes sont permanents très vite quand même si, comme je disais tout à l'heure, ça se raréfie. Quand même, les gens arrivent, ont un poste permanent, ne dépendent quand même plus de leur supérieur hiérarchique, si j'ose dire. On a des départements beaucoup plus gros, mais qui sont peut-être 5 fois plus gros. Enfin, je veux dire, les plus gros départements du monde sont ceux de Paris 6, je pense d'Orsay aussi. Et donc on a une espèce de... Alors effectivement, il n'y a pas de gens aussi qui ont des situations peut-être aussi avantageuses qu'on peut être quand on est professeur permanent dans une grande université américaine, mais ça donne un sentiment très agréable, en fait, je trouve, de démocratie, de fait que tout le monde est sur un pied d'égalité. Alors évidemment, il y a des rapports de pouvoir compliqués comme partout, mais j'ai vraiment apprécié a posteriori cet aspect qu'on a en France, dont on peut se plaindre aussi, mais... Donc, c'est pas moi qui me suis attribué le prix, donc je peux que deviner, mais à l'époque, je travaillais sur une conjecture qui s'appelle la conjecture de Tate, donc, qui me fascine toujours. Donc c'est une conjecture sur... Donc je disais qu'on travaille en géométrie algébrique. En géométrie algébrique, on a des objets qui s'appellent des variétés algébriques qui ressemblent, mettons, à une surface, un peu dans l'espace. Bon, c'est un peu difficile de visualiser complètement, mais mettons qu'on ait une surface. Et ce à quoi on s'intéresse, typiquement, c'est de construire ce qu'on appelle des sous-variétés. Donc on a une surface, puis dedans on veut construire des courbes intéressantes, qui ont certaines propriétés géométriques. Et il se trouve, et ça c'est connu depuis longtemps, que c'est très difficile en fait. On a très peu de moyens, quand on travaille avec des équations, de donner des équations intéressantes, si j'ose dire, de trouver une façon raisonnable de construire des sous-variétés, des choses comme ça. Typiquement, si je peux être un peu technique, quand on a une surface dans l'espace, une façon de construire une courbe dessus, une courbe algébrique, c'est de la couper par un plan. Bon, on peut faire ça, on peut la couper par une autre surface peut-être. Ça nous donne un certain nombre quand on coupe de surfaces dans l'espace, ça donne des courbes souvent.
Et on obtient ces courbes-là, mais en fait, on sait qu'il y en a d'autres par un certain nombre de raisons théoriques, mais on ne sait pas très bien les construire. Et donc il y a un faisceau de conjectures, en fait, dont la conjecture de Tate fait partie, qui relie ces problèmes de construction très difficiles à des problématiques un peu différentes. Donc il y a ce qu'on appelle la conjecture de Hodge, qui relie ces problèmes-là à des problèmes peut-être plus analytiques, et il y a la conjecture de Tate, qui relie ça à des problèmes de nature plus arithmétique. Donc c'est une espèce d'analogie assez étrange, et donc il se trouve que pour le cas précis des courbes sur la surface, on sait, la conjecture de Hodge, donc qui est un des fameux problèmes du millénaire, est résolue dans ce cas-là. Pour construire juste des courbes sur une surface, ça on sait faire depuis la moitié du XXe siècle. Et l'analogue, qui a été conjecturé par Tate et par Serre aussi, enfin disons par Tate, mais il y a des discussions très intéressantes avec Serre qu'on voit dans leur correspondance à ce sujet, prédit un espèce d'analogue arithmétique de ce sujet-là. Donc c'est un sujet absolument fascinant dont on sait très peu de choses. Donc Tate lui-même, dans les années 60, avait donné un cas particulier de sa conjecture qui est vraiment très très beau, c'est très frappant, c'est un article très très court, mais qui est un des sommets des mathématiques, à mon sens. Et pour un certain nombre de raisons, donc on est très très loin de comprendre cette conjecture aujourd'hui, je pense. Et pour un certain nombre de raisons, on avait un cas particulier qui s'appelle celui des surfaces K3, donc c'est des surfaces qui sont définies par des équations de degré 4. On avait des raisons de penser que c'était le cas le plus facile après celui traité par Tate. Donc justement, il avait assez largement été traité dans les années 60, 70, 80. Et puis ça c'était un peu, les gens n'étaient pas allés jusqu'au bout. Il y avait des fameuses surfaces K3 qui s'appellent super singulières qu'on ne savait pas traiter. Et puis il y a eu un espèce de renouveau d'activité sur ce sujet-là qui était un peu bloqué au début des années 2010, donc peut-être à partir de 2008, où un certain nombre de gens ont commencé à réapprocher le sujet. Et ça frémissait à l'époque. Je me souviens de dire à une collègue à un moment, mais il faudrait vraiment que quelqu'un finisse ce problème-là, là il doit être mûr. Et en fait, il y a eu effectivement un certain nombre de gens, dont moi, qui, de manière un peu simultanée, c'est assez frappant d'ailleurs pourquoi dans la psyché mathématique, tout le monde, quelque chose s'est passé à ce moment-là pour plusieurs personnes, on a réussi, avec d'autres gens, donc d'une part Davesh Molik et d'autre part Kirti Medapsipera, donc dans 3 travaux indépendants. Moi j'étais très inspiré par le travail de Molik notamment. On a réussi à passer plus loin, et donc moi, au moins à titre personnel, en fait, à l'époque je ne faisais pas de l'arithmétique, j'ai fait ma thèse sur des questions de géométrie complexe. Et justement, j'ai réalisé que des techniques de géométrie complexe, notamment liées à des choses que m'avait appris Claire Voisin, permettaient d'attaquer ces problèmes un peu de nature arithmétique. Et donc j'ai pu mettre une des dernières pierres à cette histoire. D'ailleurs, j'ai repris ces travaux après. Et donc j'ai résolu la conjecture de Tate pour les surfaces K3 sur les corps finis. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu le prix Pecot. Donc à cette époque-là, je m'intéressais vraiment beaucoup à traduire, et je m'intéresse d'ailleurs toujours, à traduire des techniques de géométrie très, très visuelles, de géométrie complexe, avec des éléments d'analyse, à des problèmes qui, a priori, ne relèvent pas de ce domaine-là, donc qui sont la géométrie sur les corps finis, où il y a beaucoup plus de théorie des nombres. Et en fait, il y a une analogie qui est comprise dans certains sens, qui n'est pas comprise dans d'autres, qu'on peut pousser le plus loin, et justement, une des façons de pousser cette analogie, c'était de démontrer la conjecture de Tate pour les surfaces 4. Ah oui, alors je me souviens très bien, là comme je pense à la conjecture de Tate pour les surfaces 4, je me souviens très très bien le moment où j'ai su que je savais aller au bout. C'est assez frappant, j'étais dans un centre de conférence un peu comme celui d'ici qui est au Canada, qui est à Banff, qui est organisé beaucoup comme le CIRM d'ailleurs, qui est un endroit très agréable, et puis il neigeait, c'était très bien. Et donc, à ce moment-là, un collègue allemand, Daniel Albrecht, m'a signalé l'article justement que je vous dis de cette personne Davesh Molik qui avait fait un cas particulier très remarquable très récemment de cette conjecture. Et donc il m'a montré cet article que je n'avais pas vu, donc j'ai lu, et puis je lui ai dit, mais en fait, avec ça, moi je sais finir. Et je me souviens c'est là où d'ailleurs, je lui dois beaucoup, parce que je pense que sans avoir quelqu'un qui m'a gentiment écouté pendant de longues soirées de cette semaine-là, à lui donner tous les détails de comment je pensais qu'on pouvait faire. Et lui d'ailleurs, a posteriori, je ne savais pas tout à fait faire à l'époque, mais j'étais assez persuadé que ça marchait. Donc j'ai un sentiment effectivement de très très grand bonheur, quoi, d'avoir, parce qu'il y avait un endroit assez net où je sentais
il manquait quelque chose et je savais où était la pièce. Alors je ne savais pas forcément sous quelle forme exactement. Et j'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir exactement la bonne personne qui posait les bonnes questions, qui avait envie d'écouter. Et donc oui, j'ai un sentiment très très frappant de cette semaine, justement dans un centre comme ici où on a un peu, on n'a pas d'autres soucis, on fait rien d'autre que faire des mathématiques et se promener un peu dans la nature autour, ce qui est une façon très, très agréable et de parler avec des collègues, justement, et c'est quelque chose qui est très agréable ici ou à d'autres endroits, de pas avoir, on se met pas forcément tout le temps à travailler, je parle pas avec des collègues en disant, bon, maintenant on va parler de mathématiques, on parle de choses et d'autres, on mange bien, on se promène, et puis forcément, ça amène des discussions mathématiques qui sont parfois extrêmement fructueuses, donc voilà, c'est mon souvenir peut-être, le premier, en tout cas, la première fois que j'ai eu le sentiment d'avoir quelque chose de très précis. Moi, j'ai toujours été frappé. Il y a des objets donc je parlais tout à l'heure des variétés algébriques, c'est des objets qui apparaissent dans différents contextes, donc qui sont des formes géométriques définies par des polynômes. Et elles ont une façon de mesurer leur forme, c'est par ce qu'on appelle des groupes de cohomologie, qui sont des objets qui en fait s'incarnent de manière très très différente. Et la première fois qu'on voit ça, on a ces objets-là qui sont très riches, qui sont des groupes au sens mathématique, qui peuvent s'incarner aussi bien par de l'algèbre différentielle ou par des constructions géométriques ou par des constructions plus compliquées. Et une des choses qui est très belle et qui exprime une espèce d'unité des maths, c'est que ces objets se comparent, sont les mêmes. En fait, des objets qui ont une définition très très différente se comparent. Et donc il y a ce qu'on appelle les théorèmes de comparaison qui sont sous une forme justement sous des formes d'équations qui donnent des identités assez subtiles entre des groupes de cohomologie très différents, qui sont absolus, qui sont, je pense, quelque chose de fascinant. Donc en particulier, peut-être, si je peux dire plus précisément, quelque chose qui me fascine beaucoup en ce moment, c'est, je ne sais pas si je peux être un peu plus technique, mais dire, donc quelque chose qui est très frappant dans ce domaine-là, c'est que si on prend une variété algébrique définie par des équations rationnelles, on prend des polynômes à coefficients mettons entiers, puis ça nous définit une forme. Puis cette forme, donc, elle a des groupes de cohomologie qui peuvent d'une part s'incarner, on peut tracer des courbes ou des surfaces dessus, bon, ça donne ce qu'on appelle la cohomologie singulière. Puis de l'autre côté, on peut l'exprimer de manière différente, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle la cohomologie de De Rham, donc il y a plusieurs théorèmes dus à De Rham et à Grothendieck qui permettent d'identifier ça, à des objets construits à partir de formes différentielles algébriques, donc des polynômes à coefficients donc. Et ces deux choses-là se comparent, mais ne se comparent pas tout à fait directement, elles se comparent en faisant ce qu'on appelle l'intégrale d'une forme différentielle le long d'un chemin ou d'une classe d'homologie. Et ce qui est très frappant, c'est que cette équation de comparaison, qui est un théorème de comparaison, disons, de Grothendieck, fait intervenir des nombres qu'on connaît bien, des nombres ce qu'on appelle les périodes, qui sont des nombres comme pi ou des variantes comme ça. Et donc il y a une espèce d'identité cachée et surtout extrêmement conjecturale aujourd'hui entre des phénomènes géométriques qui sont exprimés par ce théorème de comparaison et les propriétés arithmétiques des nombres comme les périodes. Donc, par exemple, c'est un théorème depuis 1882, je pense, de Lindemann, que pi est un nombre transcendant. Et en fait, cette équation-là, elle donne une façon de penser à ce théorème, qui est que c'est en fait la transcendance de pi est expliquée par la géométrie. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui est très très conjectural aujourd'hui, mais qui est absolument fascinant, au moins pour moi. Donc là, c'est une semaine qu'on organise avec 4 autres collègues, on est 5 organisateurs, donc qui correspond à un projet soutenu par l'ANR qui s'appelle ECOVA, qui a pour but justement d'étudier la cohomologie des variétés algébriques sous plusieurs aspects. Donc ce qu'on a essayé de faire cette semaine, donc la cohomologie des variétés algébriques, c'est un sujet très fascinant et qui est très vaste et qui, par certains aspects, est aussi très bloqué aujourd'hui. Enfin, on ne sait pas du tout faire tout ce qu'on aimerait faire. Et d'ailleurs, on ne sait pas d'où viendra la solution. On est optimiste, on espère que les choses vont progresser, mais on ne sait pas forcément exactement par où ça va. Et comme j'expliquais, il y a des techniques très, très variées qui peuvent apparaître. Donc on a essayé cette semaine de faire le point de manière assez large sur ce qu'on savait, ce qui se passait aujourd'hui sur l'étude de la cohomologie des variétés algébriques. Donc on a invité des gens vraiment remarquables d'un peu partout dans le monde et qui font pas exactement les mêmes choses, qui ont des points de vue, certains très géométriques, certains liés à la théorie des groupes, certains liés à la théorie
à la théorie automorphe, à de l'arithmétique. Et donc, on avait envie voilà, d'avoir une semaine où on puisse écouter tout ce qui se passe sur tous les gens qui parlent de ces objets-là, de la cohomologie, des variétés algébriques, des cycles, et d'avoir tout le monde dans la même salle et de parler un peu, d'essayer de voir ces analogies devant nous. Donc voilà, là on est au milieu de la semaine, je suis très content. Moi, je trouve justement qu'on a un champ très large, c'est assez éclectique. Et ça correspond vraiment à ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas faire une conférence de spécialistes d'un sujet très pointu. On voulait avoir un panorama de ces choses-là. Et c'est très agréable parce que j'ai l'impression que les gens se parlent, que les gens discutent, qu'il y a vraiment des terrains communs. Donc en tout cas, pour le moment, on est très content, même si on a eu une journée de pluie, une journée et demie. Ah bah ça c'est très... Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a une chose qui est frappante quand on va au CIRM, c'est que c'est un endroit qui a une histoire. Donc quand on est jeune, moi je me souviens, je suis venu ici, j'étais étudiant en thèse, et ici que j'ai fait mon premier exposé, justement ici, devant des gens qui m'impressionnaient beaucoup. D'ailleurs, je sais très bien que la première phrase, j'ai dit une énorme ânerie, la première chose que j'ai dit lors de mon premier exposé dans cette salle, mais bon, comme quoi, c'est pas grave, on s'en sort. Donc déjà, le fait qu'il y ait une histoire, qu'on sait que c'est des endroits où il y a des maths qui ont été faites, en fait, je sais des premiers exposés qui ont été faits ici, très connus, etc. Donc c'est très motivant en fait, de faire partie de cette communauté-là, et ça donne confiance en fait, simplement. On se dit que bah, moi aussi je suis là, moi aussi je peux continuer un petit peu à avancer là-dedans. Donc c'est une première chose. Et voilà, c'est ces lieux où on est à la fois dans la nature, on fait beaucoup de mathématiques, mais vous voyez là, cette semaine, on fait beaucoup de mathématiques, mais on laisse quand même du temps aux gens d'aller se promener dans les calanques, de faire des choses comme ça. Et c'est pas juste parce qu'on a envie de passer une semaine de vacances, c'est parce que c'est en parlant à notre rythme, en laissant les conversations se faire, en forçant pas, disons, les choses, qu'on a... Voilà, qu'on a une espèce d'échange d'idées un peu agréable. Et en fait, on apprend beaucoup de choses dans les exposés, évidemment, mais en fait, on en apprend autant en parlant de manière très libre, très informelle, très vague parfois, très spéculative, avec des collègues qu'on ne voit pas forcément souvent, mais même certains collègues que je peux voir souvent à Paris qui sont là, on ne parle pas pareil quand on est ici, parce qu'on a du temps. Et donc voilà, c'est très précieux pour la communauté, un endroit comme le CIRM. Tout le monde est très attaché, en fait, même émotionnellement, quoi, à cet endroit, parce qu'on a commencé quand on était jeune à venir là, et on va continuer à venir, j'espère. Ça dépend beaucoup, au moins pour moi, alors je pense que chacun est vraiment très différent, ça dépend beaucoup des moments en fait, de la recherche mathématique. Il y a tout un moment, tout simplement, où on a des espèces d'idées vagues, on a des intuitions, peut-être au moins moi, qu'un problème, ça vaut le coup d'y réfléchir, c'est ce qui est quand même très très vague. Ça ne veut pas dire qu'on sait vraiment comment le résoudre, ça ne veut pas dire qu'on a une piste, mais on a une espèce de sentiment qui est assez difficile à trouver comme équilibre d'ailleurs, que c'est un problème qui est à la fois intéressant et qu'il est mûr, d'une manière ou d'une autre. Donc on ne sait pas exactement ce qui va sortir, mais si on s'y attache longtemps, peut-être que quelque chose va se passer. Et donc, quand moi, je suis dans cette phase-là, en fait, j'ai pas l'air de faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on se promène, on est un peu... Bon, moi, je vais dans mon bureau tous les jours à l'université d'Orsay, mais voilà, on réfléchit, on parle, on marche un peu. D'ailleurs, c'est bien connu que marcher un peu juste sans penser à rien, c'est très bon pour faire venir les idées. Et puis voilà, il faut laisser un petit peu... je pense que c'est très important. Et puis... Bon, quand on avance, on a d'autres soucis de la vie professionnelle qui sont là, mais il faut se laisser des plages de respiration comme ça, où voilà, on écoute, on lit les mathématiques des autres, on lit des choses un peu tout azimuts, même des choses pas de son domaine, et puis on essaie de mûrir ça. Donc ça, c'est une étape importante. Et je pense que c'est l'étape qu'on a le plus tendance à laisser filer, parce qu'on a d'autres choses à faire, plus urgentes en fait, sans doute, mais voilà, cette respiration, je pense qu'on a vraiment besoin. Et donc voilà. Et ensuite, il y a un moment où quelque chose se passe, où on a une idée, et là, bon, alors ça, au moins pour moi, c'est des moments où je fais que ça. Simplement, il y a ce qui est d'ailleurs pas toujours bien par rapport aux autres tâches qu'on devrait faire, mais il y a un moment, si on est convaincu, je pense, que quelque chose va marcher, il faut aller très intensément dans cette direction, il faut donner, essayer de faire ce qu'on peut. Donc c'est des périodes très, très intenses qui ne durent pas forcément extrêmement longtemps, parce que au moins pour moi c'est très très fatigant. Voilà. Et puis ensuite on a tout un aspect, en fait notre travail c'est pas
que de faire la recherche au sens de réfléchir à ses articles. On passe beaucoup de temps à enseigner déjà. Moi, je pense que c'est très très important. En fait, en enseignant, notamment en région parisienne, à Orsay, on a la chance d'avoir des étudiants très bons. Donc c'est toujours vraiment enrichissant, ça fait réfléchir à sa discipline, ça fait réfléchir à plein de choses. On parle à ses étudiants en thèse, ce qui est très très positif. Et puis pareil, on parle aux collègues, on s'intéresse à ce que les autres font, on discute un petit peu comme ça. Et puis il faut aussi s'investir dans la communauté, c'est un autre aspect. Donc j'essaie, on essaie de trouver un espèce d'équilibre entre tout ça, avec le fait que, voilà, je pense qu'il y a un point qui est fondamental, c'est que le moment où on sent que quelque chose se passe, qu'on a compris, qu'il y a un début d'idée qui commence, qu'il faut faire confiance, au moins, je pense, à son intuition, que si on pense que quelque chose peut marcher, et que ça vaut le coup, il faut l'attraper et il ne faut pas le laisser passer. Donc ça, c'est très important d'être ouvert à ces surprises mathématiques, je pense.